Bonjour et bienvenue à suivre votre journal sur Radio Afrique Unie, la voix et la perspective africaine. L'information à la une et tout ce qui façonne notre continent en économie, politique, culture, innovation et développement, c'est ici. Au sommaire de ce journal, au Comores, un colloque international alerte sur les dérives du numérique qui menacent la jeunesse africaine. Experts des médias réunis depuis le 5 mai 2026 appellent à une mobilisation urgente pour renforcer l'éducation aux médias et à la citoyenneté numérique. Sanctions américaines contre Joseph Kabila, la contestation monte dans l'est de la République démocratique du Congo. La société civile dénonce une décision jugée partiale et déconnectée des réalités locales. Des voix s'élèvent pour rappeler Washington à revoir sa position. Dès Dakar à Abidjan, passant par Johannesburg, une nouvelle génération d'Africains redessine les contours du continent. Porté par les numériques, l'éducation et l'urgence environnementale, ce jeune innovateur propose des solutions concrètes ancrées dans les réalités locales. Et c'est tout pour les sommaires. Bienvenue dans les détails de ce journal à suivre sur nos plateformes YouTube, Facebook et X en écrivant Aouba Français. À Kigali, la victoire d'Arsenal résonne bien au-delà des terrains européens. Opposé à l'Atlético de Madrid en demi-finale de la UEFA Champions League, les Gunners ont fait vibrer les supporters en s'imposant à domicile, signant un retour marquant ses niveaux après 20 ans d'absence en phase finale. Dans la capitale rwandaise, fans du ballon rond et analystes sportifs saluent une performance concrète. Partenaire de l'initiative Visit Rwanda, le club londonien suscite un engouement particulier. C'est un reportage de Béni Mugisha depuis Kigali. Les supporters d'Arsenal au Rwanda ont vivement célébré cette victoire, rappelant que leur équipe n'avait pas atteint son niveau depuis 20 ans. Le dernier match à ce stade de la compétition, qui avait opposé Arsenal à Barcelone, s'était soldé par un score de 2-1 en faveur d'Arsenal. Emmanuel Sehenel Vugiro est l'un des fans d'Arsenal résidant à Kigali. Il exprime sa joie après cette victoire, tout en attendant un nouveau succès lors de la finale prévue à Budapest en Hongrie. C'était un match que l'on attendait beaucoup. Avant d'en arriver à la victoire, toute la durée du match, mon cœur avait cessé de battre et je n'ai respiré qu'à la fin, parce que il faut reconnaître que l'Atlético de Madrid, c'est une bonne équipe, bien organisée avec des facultés défensives et d'attaque vraiment qui sont à la hauteur de grandes équipes européennes. Sinon, le fait qu'ils soient parvenus aux demi-finales, ça dit beaucoup. Également, supporter d'Arsenal au Rwanda, Jean-Louis Kagari, se réjouit du succès obtenu à domicile dans la nuit de mardi. Ce qui est évident, la finale sera vraiment disputée. Nous comptons sur nos artilleurs et nous espérons vivement le soutien des fans de par le monde qui vont soutenir Arsenal, surtout en tenant compte de l'exploit qu'il a réalisé hier soir pour atteindre la finale de l'UEFA Champions League. Donc nous allons faire de notre mieux pour soutenir notre club. Pas de panique, nous allons vaincre. Confiant, il espère la victoire d'Arsenal lors de la finale où le club affrontera le vainqueur du match entre Paris Saint-Germain et Bayern Munich le 30 mai 2026 à Budapest en Hongrie. Christa Bahir, autre fervente supportrice d'Arsenal, se dit très heureuse de cette victoire en demi-finale contre Atlético Madrid, un stade que le club n'avait plus atteint depuis de nombreuses années. Je suis très ravie de cette victoire d'Arsenal. Je crois que nous remporterons même la finale. Arsenal s'est qualifié pour la finale grâce à une bonne maîtrise tactique, malgré quelques inefficacités offensives. À la 44e minute, Saka a inscrit l'unique but des matchs, selon l'analyste sportif Félix Gakuba, basé à Kigali. Des détails tactiques, inefficacité clinique, qualifiant les Ghanas pour la finale. Donc, le but décisif de Bukayo Saka à la 44e minute, Saka a marqué le seul but du match en suivant bien une frappe de Leandro Trossard, repoussé par Jan Oblak. Son opportunisme a été crucial avant la mi-temps. La solidarité défensive d'Arsenal, donc Arsenal a su gérer les assauts de l'Atlético après avoir ouvert le score.
Il faut aussi remarquer la performance de Declan Rice. Declan Rice a réalisé un sauvetage défensif crucial en début du match pour bloquer Guillaume Simeone et a contrôlé le milieu de terrain. L'impact de la tactique du Mikel Arteta. Arteta aussi a tactiquement dominé la rencontre, forçant l'Atlético à commettre des erreurs, notamment avec un pressing haut qui a provoqué des turnovers de la part de l'Atlético malgré une possession partagée. Et puis aussi, il y a l'inefficacité de l'Atlético. L'Atlético a manqué de réalisme pour égaliser et forcer les prolongations malgré une forte pression en seconde période. Arsenal a montré une bonne maîtrise du jeu face à l'Atlético. Après un match aller soldé par un nul d'un but partout, Arsenal s'impose au retour 1-0. Sur l'ensemble de 2 matchs, Arsenal marque 2 buts contre 1 pour Atlético. Dans un message publié sur X, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a félicité les 2 équipes partenaires de Visit Rwanda qui se sont affrontées en demi-finale et a particulièrement salué Arsenal pour sa qualification en finale. Depuis Kigali, Benny Mugisha pour Radio Afrique Unie. Je vous l'ai dit au sommaire, la tension politique continue de monter en République démocratique du Congo. Des milliers de militants sympathisants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, partis au pouvoir en RDC, accompagnés des partis alliés, ont manifesté à Kinshasa et dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo pour soutenir les sanctions imposées par les États-Unis contre l'ancien président Joseph Kabila. Keza Deborah. Organisée début mai 2026, cette mobilisation s'inscrit dans un contexte politique et sécuritaire particulièrement tendu dans l'est du pays. Les manifestants ont exprimé leur adhésion à la décision de Washington, accusant Joseph Kabila d'être impliqué dans la déstabilisation de la RDC, notamment à travers un soutien présumé aux groupes rebelles actifs dans la région. Brandissant des banderoles et scandant des slogans hostiles à l'ancien chef de l'État, les participants ont salué une mesure qu'ils considèrent comme un pas important dans la lutte contre l'impunité. Plusieurs d'entre eux ont également appelé à un renforcement des sanctions internationales et à la mise en place de mécanismes judiciaires pour juger les crimes commis dans l'est du pays. Dans certaines villes comme Kinshasa, la manifestation a été marquée par des tensions, notamment avec des actes de vandalisme visant des symboles liés au parti de Joseph Kabila. Ces incidents ont suscité des réactions contrastées sur la scène politique, certains dénonçant une dérive violente du débat démocratique. Du côté des autorités congolaises, les sanctions américaines ont été largement saluées comme un signal fort contre ceux qui seraient impliqués dans l'insécurité persistante dans l'Est. Pour rappel, les États-Unis ont annoncé le 30 avril 2026 des sanctions ciblées contre Joseph Kabila, l'accusant de soutenir des groupes rebelles, notamment le M23, et de contribuer à l'instabilité dans l'Est du pays. De son côté, l'ancien président rejette ces accusations, qualifiant les sanctions d'injustifiées et politiquement motivées. Cette manifestation de l'UDPS traduit ainsi un soutien affirmé au pouvoir en place et met en lumière les profondes divisions politiques autour de la question sécuritaire en RDC dans un contexte où la recherche de la paix reste un enjeu majeur. Alors que les États-Unis imposent des sanctions contre l'ancien président Joseph Kabila, des voix de contestation s'élèvent dans l'est du pays. Des acteurs de la société civile critiquent cette décision et appellent plutôt à un dialogue national pour restaurer la paix. Félicien Toumsifou est membre de la société civile Nord Kivu dans l'est de la RDC. Suivez ses propos. La décision des Américains sanctionnant le président honoraire Joseph Kabila Kabange, mais vraiment nous sommes tellement sidérés parce que avec ces actes, pour le moment, nous voyons que ces actes ne sont pas constructifs. Le moment que nous sommes en train de traverser aujourd'hui en République démocratique du Congo, ça ne demande pas qu'il y ait les partis pris. Et surtout, comme vous savez, les Américains, nous les prenons aujourd'hui comme des partenaires médiateurs dans les conflits entre les gouvernements de Kinshasa, la révolution de l'AFC M23. Nous voyons comme si
les Américains ne veulent pas que nous puissions trouver la paix au Congo. Pourquoi? Parce que pendant cette période où il y a des assises à Doha, en Suisse, à Washington, pour chercher un terrain d'attente que la population du Congo puisse vivre dans la paix et la sécurité. Mais c'est le moment que les partenaires médiateurs commencent à sanctionner une partie. Vraiment, ça c'est vouloir continuer à nous diviser et nous tromper. Kabila, il fait partie des acteurs clés qui nous ont aidés à ce que le Congo soit réunifié aujourd'hui. Et donc, ces décisions des Américains, c'est une décision à revoir. Pourquoi? Parce que nous, on a besoin que les Congolais puissent se mettre autour d'une table. De Dakar à Abidjan, passa par le Johannesburg, une nouvelle génération d'Africains réinvente le continent. Portés par le numérique, l'éducation et les enjeux environnementaux, ces jeunes innovateurs des solutions concrètes adaptées aux réalités locales, intelligence artificielle, plateforme digitale, formation aux métiers du futur, l'innovation africaine accélère et change d'échelle. Le détail dans ce reportage signé Teddy Achille. Entre 2024 et 2026, les jeunes Africains s'imposent comme des moteurs puissants de l'innovation sur le continent, notamment dans les domaines du numérique, de l'éducation et du développement durable. Première tendance forte, l'essor de l'intelligence artificielle et des plateformes digitales. À Dakar, au Sénégal, l'entrepreneur Seynabou Kane développe depuis le milieu des années 2020 le projet Mbal IT Connect. Cette solution utilise l'intelligence artificielle pour trier automatiquement les déchets, optimiser leur collecte et améliorer le recyclage en milieu urbain. Une innovation à la croisée du numérique et de l'écologie qui répond à un défi majeur dans de nombreuses villes africaines. Autre illustration du dynamique digital, la start-up Kivent, lancée en 2025 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Fondée par des jeunes entrepreneurs ivoiriens, elle propose une plateforme complète de gestion d'événements, billetterie en ligne, vote numérique, collecte de dons. Déjà déployée dans plus de 18 pays africains, cette solution contribue à structurer et digitaliser un secteur encore largement informel. Deuxième tendance, la montée en puissance de l'innovation sociale et éducative. À Johannesburg, en Afrique du Sud, Lindui Matlali dirige l'organisation Africa Teen Geeks qu'elle a fondée dans les années 2010 et dont l'impact s'intensifie encore aujourd'hui. L'initiative forme des dizaines de milliers de jeunes à la robotique, au codage et à l'intelligence artificielle avec un objectif clair: préparer la jeunesse africaine aux métiers du futur et réduire la fracture numérique. La troisième dynamique concerne les innovations écologiques et durables. Le projet Mbal IT Connect est un exemple emblématique illustrant la convergence contre technologie et protection de l'environnement. Partout sur le continent, les jeunes développent aussi des solutions en agriculture intelligente, en recyclage ou encore dans les énergies propres. La quatrième tendance parle de la révolution des services digitaux. Dans la continuité du succès du mobile money, les jeunes entrepreneurs africains multiplient les initiatives dans la fintech, le e-commerce et les plateformes culturelles, transformant progressivement les économies locales malgré des défis persistants comme l'accès au financement. Enfin, les écosystèmes d'innovation se structurent. Des hubs comme Hive Collab, basé à Kampala en Ouganda, accompagnent les startups africaines. Des actrices comme Seynabou Thiam au Sénégal contribuent également à encadrer et soutenir de nombreux jeunes porteurs de projets technologiques. Au final, une tendance confirme, l'innovation africaine devient collective, structurée et profondément ancrée dans les réalités locales. Une dynamique portée par une jeunesse qui ne se contente plus d'adopter les technologies, mais qui les invente et les adapte aux besoins du continent africain. Teddy Achille pour Afrique Unie Radio. Discours de haine, manipulation numérique, revanche, porn et fake news.
Comment protéger la jeunesse africaine face à ces divers du numérique et de l'explosion du réseau social? C'est autour de cette problématique que se tient depuis le 5 mai 2026 aux Comores un colloque international sous le thème « L'Afrique se mobilise pour l'éducation aux médias et à la citoyenneté numérique », rassemblant des experts africains des médias. L'objectif est de répondre à l'urgence de former les citoyens, en particulier les jeunes, à une consommation critique et responsable de l'information. Reportage d'Adabina Tidja depuis les Comores. Elles sont une vingtaine de délégations venues de toute l'Afrique francophone à prendre part aux travaux de ce colloque international consacré à l'éducation, aux médias et à la citoyenneté numérique. Les assises se tiennent à Moroni, la capitale de l'Union des Comores, pour une durée de 2 jours. Lancée ce mardi, cette rencontre regroupe des experts africains des médias, notamment du Mali, du Cameroun, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, entre autres. Elle est organisée par le réseau des instances africaines des régulateurs de la communication et le Conseil national de la presse et de l'audiovisuel sous l'égide du ministère comorien de l'information. Donnant le temps lors de cette cérémonie d'ouverture, le chef de l'État de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a rappelé que la maîtrise de l'information n'est pas seulement une affaire de journalistes, mais aussi une condition de réussite économique et sociale. Il a appelé à plus de rigueur dans le respect de la déontologie, exhortant les experts à renforcer la régulation du secteur, tout en insistant sur la nécessité de distinguer clairement journalistes, blogueurs et influenceurs. Selon le président Assoumani, cette clarification est essentielle pour restaurer la crédibilité des médias et lutter efficacement contre la désinformation. L'État et le peuple comorien qui garantissent cette liberté sont donc en droit d'attendre en retour que les organes de régulation ainsi que les médias publics et privés fassent de l'autorégulation un rempart contre les méfaits du numérique, la désinformation, le discours de haine et les manipulations. La liberté d'informer ne devrait pas se transformer en liberté de détruire. Mais au-delà de la loi, se pose la question des pratiques. Et c'est là que l'éducation aux médias prend tout son sens. À l'ère de la fibre et des smartphones, la censure apparaît désormais comme une arme dépassée, estime Fatima Ahamada, ministre comorienne de l'information. Selon elle, l'éducation aux médias est un chemin de longue haleine, mais constitue un enjeu majeur pour la cohésion sociale. Les nouveaux enjeux de l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique sont aussi un défi pour notre démocratie et notre cohésion sociale. Un défi qui ne peut en conséquence être l'affaire exclusive des enseignants. Non, l'éducation au numérique est l'affaire de tous. Un point de vue partagé par le président du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel Aboubakar Bouana. À l'instar de ses homologues africains, dont René Bourgoin du réseau des instances africaines de régulation, il souligne qu'une presse de qualité perd tout son sens si le public ne parvient plus à distinguer un fait d'une manipulation. L'objectif est de définir les mécanismes concrets de mise en œuvre de cette éducation tout en formulant des recommandations opérationnelles et adaptées aux réalités de nos sociétés. Les transformations numériques transforment nos sociétés. L'accès à l'information n'a jamais été aussi large, vu sa diffusion aussi rapide. Cette évolution assez rapide s'accompagne toutefois de défis considérables, notamment en matière de désinformation, de manipulation de contenu. Au-delà des échanges, ce colloque a abouti à l'adoption de la déclaration de Moroni, à l'élaboration d'une feuille de route opérationnelle au renforcement du réseautage, ainsi qu'au lancement d'outils pédagogiques. Le président comorien a pour sa part promis de faire des conclusions issues de ces travaux, la feuille de route qui guidera l'action du gouvernement. Depuis les Comores, Adabina Tidja pour Afrique-Uni Radio. Et puis parlons Afrique et ses potentialités, le tambour est un signe fort dans la culture africaine qui s'impose dans le monde entier. Les tambours, que symbolisent-ils dans la culture africaine? Dans les sociétés africaines, le tambour ne se résume pas à un instrument de musique. Il constitue un langage, une institution et une mémoire vivante. Dans la région des Grands Lacs, notamment au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo, il occupe une place centrale dans l'organisation sociale et culturelle. Bien avant l'introduction des technologies modernes,
Le tambour servait de vecteur de communication à grande échelle. Ces rythmes codifiés permettaient de transmettre deux messages essentiels: annoncer une naissance, convoquer une assemblée, signaler un danger ou marquer un deuil. Chaque séquence sonore possédait une signification précise, comprise par l'ensemble de la communauté. Dans ce contexte, le tambour apparaît comme une voix collective, un outil de cohésion sociale qui passe les clivages individuels pour rassembler un peuple autour d'un même langage sonore. Dans les anciens royaumes des Grands Lacs, le tambour revêtait une dimension politique et sacrée. Il était étroitement lié à la monarchie et à l'autorité du souverain. Les tambours royaux, souvent appelés ingoma, étaient considérés comme des objets sacrés, gardiens de la coutume de l'État. Leur conservation et leur utilisation obéissaient à des règles strictes, parfois confiées à des lignes spécifiques. Le simple fait de battre ces tambours lors des cérémonies officielles symbolisait la légitimité du pouvoir et l'unité du royaume. Ainsi, au-delà de sa fonction musicale, le tambour incarnait l'ordre politique et la stabilité sociale. Il matérialisait le lien entre le roi et son peuple, tout en rappelant la permanence de l'autorité traditionnelle. Sur le plan spirituel, le tambour occupe une place essentielle dans les pratiques rituelles africaines. Il accompagne les cérémonies religieuses, les rites initiatiques et les invocations aux ancêtres. Dans de nombreuses traditions, le son du tambour est perçu comme une énergie capable de traverser le monde. Il établit un dialogue entre les vivants et les ancêtres, entre le visible et l'invisible. Les rythmes répétitifs favorisaient un état de communion collective, parfois associé à la transe ou à la méditation. Le tambour devient alors un instrument de méditation spirituelle, utilisé pour purifier les espaces, renforcer les liens communautaires et invoquer les forces protectrices. Le tambour joue également un rôle fondamental dans la transmission des savoirs. À travers ces rythmes, il véhicule des récits historiques, des valeurs morales et des codes sociaux. Dans les communautés de Grands Lacs, l'apprentissage du tambour est souvent initié dès le plus jeune âge. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir une technique musicale, mais aussi de s'approprier une discipline, un sens du respect à une conscience collective. Chaque rythme raconte une histoire, et chaque performance devient un acte de mémoire. Le tambour agit comme un outil pédagogique, permettant de transmettre l'identité culturelle d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, malgré l'urbanisation et la mondialisation, le tambour demeure un élément vivant du patrimoine culturel africain. Il s'invite dans les festivals, les cérémonies officielles et les scènes internationales, devenant ainsi un ambassadeur de culture des Grands Lacs. Au Rwanda comme au Burundi, les troupes de tambourinaires participent activement à la valorisation de cet héritage, tout en l'adaptant au contexte contemporain. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le tambour continue également d'accompagner les dynamiques sociales et culturelles locales. Cependant, cette modernisation soulève des enjeux. Comment préserver l'authenticité de pratiques face à leur commercialisation? Comment transmettre les significations profondes du tambour à une jeunesse de plus en plus connectée au monde globalisé? Au-delà de l'Afrique, le tambour des Grands Lacs suscite un intérêt croissant sur la scène internationale. Il est étudié par les anthropologues, valorisé dans les musées
et célébrée lors d'événements culturels mondiaux. Cette reconnaissance contribue à repositionner les cultures africaines comme des références majeures du patrimoine immatériel mondial. Elle rappelle également que ces traditions, loin d'être figées, continuent d'évoluer tout en conservant leur essence. Le tambour dans la région de Grand Lac reste bien plus qu'un instrument. Il est une archive vivante, un symbole d'unité et un vecteur de transmission. À la croisée de l'histoire, du pouvoir, de la spiritualité et de la culture, il incarne l'âme des peuples du Rwanda, du Burundi et de la République démocratique du Congo. Ainsi, dans un monde en mutation rapide, sa préservation apparaît comme un enjeu essentiel, celui de sauvegarder une mémoire collective et de maintenir vivant un langage universel capable de relier les générations et les cultures à travers le temps. Et c'est la fin de ce journal sur Radio Afrique Unie. L'actualité africaine ne s'arrête jamais. Restez connectés. Suivez la suite de l'actualité sur nos plateformes Facebook, X et YouTube en écrivant Aouba Français.